Bonjour à tous, je suis Miguel de Caillou TV, vous regardez un nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et si l'épisode de la semaine dernière était un peu léger en info, celui-là c'est tout le contraire. Enfin bon, on aura notamment une nouvelle qu'on aurait aimé ne pas avoir à vous relayer, je pense que vous en avez déjà entendu parler. On ira ensuite du côté de la commune de Touflers, dans le haut de la France, pour suivre la première étape de Coupe de France de bloc qui avait lieu ce week-end. Et on ira aussi du côté de Séoul pour voir ce qui s'est passé durant les championnats d'Asie 2022-2023, on est parti. News numéro 1, où est passé Elnaz Rekabi? Voilà la question que se pose le monde de la grimpe depuis ce mardi 18 octobre. Et si pour vous le nom d'Elnaz Rekabi ne vous dit rien, laissez-moi vous relater les faits de la semaine dernière. Athlète iranienne de 33 ans, Elnaz Rekabi est une grimpeuse extrêmement polyvalente. Durant sa carrière, elle aura notamment jonglé entre les 3 disciplines compétitives, le bloc, la difficulté et la vitesse, pour des résultats globalement assez homogènes. Pendant 10 ans, ces résultats l'auront d'ailleurs installé durablement dans le top 10 asiatique, notamment en bloc et en difficulté, et même dans le top 30 mondial, où elle se permettra une 3e place au combiné lors des championnats du monde de Moscou 2021. Bref, une carrière sportive honorable et sans histoire jusqu'à la semaine dernière, date à laquelle se déroulaient les championnats d'Asie 2022. On parlera des résultats plus détaillés de cette compétition plus tard, mais concernant Elnaz Rekabi, elle termine dans ses standards avec une 8e place en bloc et une 9e en difficulté. Mais l'événement dont je vais vous parler, c'est lors de l'épreuve de combiné qu'il s'est déroulé. Alors qu'Elnaz avait réalisé toutes les épreuves précédentes ainsi que l'épreuve de bloc de combiné avec son voile, stupeur, au moment de s'élancer dans la voie de difficulté, Elnaz Rekabi ressort de l'arrière de la scène avec un simple bandeau, cheveux à nu, sans aucun autre accessoire. Sauf que depuis 1979 et l'instauration de la République islamique en Iran, manquer au port du voile pendant une compétition est un véritable crime, même lors d'une compétition à l'étranger. Visiblement, le détail n'a pas choqué les commentateurs coréens, dont la traduction automatique précaire de YouTube me permet quand même de dire qu'ils n'ont pas l'air d'avoir relevé la chose. Néanmoins, ne vous y trompez pas, s'il y a bien un endroit où ce geste a fait parler, c'est en Iran. Car oui, si je ne m'attarderai pas sur la situation politique du pays, l'Iran est actuellement en proie à de violentes manifestations concernant le droit des femmes, notamment depuis le meurtre de la jeune Mahsa Amini, 22 ans, le 15 septembre dernier. Celle-ci, coupable d'avoir omis de porter son voile, est morte présumée victime d'un coup à la tête par la police des mœurs, autorité chargée de s'assurer du respect du code vestimentaire mis en place par l'État iranien, qui, lui, dénonce un coup monté et parle d'une crise cardiaque, évidemment. C'est donc après un mois de manifestations et de confrontations qu'arrive ce geste de la grimpeuse Elnaz Rekabi. Les conséquences ne se font pas attendre, si la grimpeuse termine la compétition à la 4e place, elle est portée disparue le soir même par sa famille qui alerte n'avoir reçu aucune nouvelle. Les hypothèses se font alors nombreuses et sont particulièrement relayées par la BBC persane et le média Iran Wire. Dans un article, celui-ci explique que la grimpeuse se serait fait piéger par Reza Zareh, président de la fédération d'escalade iranienne, qui lui aurait confisqué son portable et son passeport et qui l'aurait emmené à l'ambassade d'Iran à Séoul pour pouvoir l'extrader plus facilement en Iran. Selon cette même source, le retour d'Elnaz sur le sol iranien aurait été avancé de 2 jours plutôt que mercredi comme le reste de l'équipe iranienne, et celle-ci devrait être conduite directement à la prison d'Evin, réputée pour ses prisonniers politiques. Bien sûr, l'ambassade iranienne a réagi et nie complètement les accusations à son encontre, alors que du côté d'Elnaz Rekabi, un message a été posté sur son compte Twitter en son nom informant qu'elle allait bien et que cette histoire n'était qu'un imbroglio. Quant à l'IFSC, la Fédération internationale a elle aussi réagi ce mardi, informant dans un court communiqué qu'elle avait été en contact avec Elnaz Rekabi et qu'elle se souciait pleinement de la sécurité de ses athlètes. Bien entendu, ces différentes voix semblaient tout sauf rassurantes et n'étaient pas sans rappeler l'histoire de la tenniswoman Peng Shuai à l'été dernier. Pour rappel, celle-ci avait elle aussi été portée disparue après avoir accusé le premier ministre chinois Zheng Gaoli de l'avoir violée il y a quelques années. Une histoire fortement médiatisée mais qui aujourd'hui était tombée dans l'oubli, et ironie du sort, ce week-end avait lieu un rassemblement du Parti communiste chinois, rassemblement qui a vu la première apparition publique de Zheng Gaoli depuis cette affaire. Bref, sauf que tout ce que je viens de vous raconter c'était hier, et aujourd'hui Elnaz Rekabi est bien arrivé à Téhéran avec l'équipe de la fédération iranienne, et même accueilli en héros pour son geste par une foule de manifestants à l'aéroport.
La grimpeuse a d'ailleurs tout de suite pris la parole face aux caméras, confirmant les dires de l'Assemblée et avançant même que ce non-respect de la loi de son pays était un simple incident ayant été prise de précipitation au moment de s'élancer dans la voie de compétition. Alors bien entendu, cela ne fait pas taire les rumeurs, le timing étant trop parfait et les sources précédemment citées argumentant sur une prise de parole forcée et sous pression du gouvernement iranien, ce que l'on peut effectivement imaginer. Bref, nous n'en saurons visiblement pas beaucoup plus, mais Elnaz Rekabi a tout de même signalé qu'elle comptait bien continuer à performer en équipe nationale, ce qui semble garantir sa sécurité, le plus important pour l'instant. Malgré cela, cette affaire met encore une fois en lumière les fractures culturelles de notre monde, et je ne prétends pas pouvoir vous apporter un avis très éclairé sur la question. Étant graphiste et vidéaste, prendre en compte mon opinion sur le contexte géopolitique d'un pays du Moyen-Orient reviendrait à demander à votre poisson la 14e décimale de pi, ce qui ne serait pas très productif. Ceci étant, il est toujours bon de rappeler, de par notre qualité empathique dont nous pourvoit le genre humain, qu'il est évidemment atroce qu'une personne puisse se voir muselée et subir un tel traitement suite à un geste qu'il n'appartient qu'à elle de décider. Aujourd'hui, une chose est sûre, que nous soyons ouvriers, créatifs, sportifs de haut niveau, chief happiness officer, femmes, hommes, trans, catholiques, musulmans, grands, petits, poilus, bipèdes, bronzés, président de la République ou même Quechua, le choc des civilisations provoqué par la course effrénée de la mondialisation nous dépasse tous. Et je crois que s'il y a bien une vision du sport qui devrait subsister, c'est celle d'un sanctuaire où toutes ces protestations se perdent entre les davai communs des Ukrainiens et des Russes, les gamba des Japonais, les commandes des Américains, bref, tous ces moments hors du temps que le sport nous offre en apnée pendant ces quelques secondes qui nous paraissent plus vivantes que jamais. News numéro 2, après cette nouvelle écœurante, je vous propose de revenir au sport, puisque oui, il y en a eu cette semaine, et pas qu'un peu. Tout d'abord, je vous l'annonçais la semaine dernière, ce week-end avait lieu la première étape de Coupe de France, accueillie par le club de Bout-de-Brousse à Touflers, dans le nord de la France. Une étape malheureusement tronquée par la tenue le même week-end du Master of Fire à Bruxelles, un Open international et géographiquement juste à côté. D'ailleurs, je vous précise que je ne résumerai pas cet Open, malgré la présence de gros noms de la grimpe, comme Simon Lorenzi, Chloé Collier ou Fanny Gibert. La faute à un manque de temps d'abord, mais aussi parce qu'il s'agit d'un open entre guillemets pour du beurre, donc je préfère me concentrer sur les compétitions de circuit, mais je vous laisse tout de même le lien de la rediffusion dans la description si ça vous intéresse, c'est sur la chaîne des gars de Bloc Corp, donc enjoy. Bref, malgré tout cela, on retrouve quelques noms connus chez les hommes, avec Pierre Le Cerf ou Kylian Chabrier, dont on a déjà entendu parler dans l'émission, mais le duel de cette finale, c'est entre Léo Favot de Blockout et Joshua Fourteau de l'Union Saint-Bruno qu'il va se jouer. Et avant de commencer le résumé, je vous rappelle également que le format de la finale ne se déroulait que sur 3 blocs, contre 4 dans les formats internationaux et avec la finale femmes et hommes en simultané. Une finale avec une ambiance de folie, surtout bien supportée par un choix musical digne des plus grandes boîtes de nuit de la Côte d'Azur. Bref, le premier bloc est une dalle sur 2 volumes gris avec un mouvement de coordination en première partie, et alors que 4 des grimpeurs butent sur ce mouvement de coordination, Léo Favot lui l'enchaîne assez facilement et top le bloc en 2 essais. Il ne sera suivi que par Joshua Fourteau qui mettra lui aussi 2 essais, ratant de près le flash en zippant sur le dernier mouvement. Le bloc numéro 2 ramènera du suspense dans cette finale avec un style complètement différent et beaucoup plus physique, et alors que les 2 premiers cités ne réussiront même pas à valider la zone, c'est Léo Shiba qui sera le seul à le topper en 3 essais, enfin le seul dans le temps réglementaire puisque Kylian Chabrier réussira finalement à le topper après avoir fait appel sur la décision du jury de ne pas lui accorder une fraction de seconde après le buzzer. C'est donc sur le dernier bloc que tout va se décider, et s'ils sont encore 4 en lice, le verdict ne tardera pas à être rendu. Après un skate bien maîtrisé, Léo Favot continue sa route et flash le bloc. Seul Joshua peut encore le dépasser s'il fait de même à la faveur d'un essai de zone en moins lors du premier bloc. Malheureusement, si Joshua ne déméritera pas, il ne pourra pas faire mieux que 3 essais pour atteindre le top, prenant la médaille d'argent. Derrière, Kylian Chabrier et Léo Chiveron ne feront pas mieux que la zone et complètement le podium à égalité parfaite. Du côté des femmes, un petit peu moins de noms connus, et si j'aurais bien aimé vous dire que le spectacle était au rendez-vous, eh bien la finale était un peu trop, comment dire, dure, mais vraiment très dure. Sur les 18 tops possibles, nous n'en verrons que 3, et ils seront partagés entre 2 grimpeuses, Elsa Ravinet et Lucie Sorel. Le bloc numéro 1 commençait avec un petit mouvement de coordination sur de gros modules pour aller chercher une inversée avant de se redresser pour aller chercher le top.
Et à l'image du premier bloc des hommes, ce premier mouvement fut dévastateur car seuls nos deux grimpeuses citées plus haut arriveront à atteindre la zone et le top dans un second temps. Le deuxième bloc avec son profil en toile et pieds en premier présentera un bilan encore pire avec non seulement aucun top mais aussi aucune zone touchée par les grimpeuses, une vraie hécatombe. Vient alors le dernier bloc qui devra décider du sort de la compétition. Un mouvement de balancier avant d'atteindre deux pinces et une fin de bloc sur des volumes triangulaires gris. Et si cette fois-ci la plupart des grimpeuses réussiront le premier mouvement, beaucoup y laisseront une quantité énorme d'essais dont Elsa Ravinet qui devra s'y reprendre à 7 fois, laissant au passage filer le top. Il ne reste alors plus qu'à Lucille de conclure et si sa victoire est déjà assurée avec la validation de la zone sur son deuxième essai, elle ira même topper le bloc sur son troisième à quelques secondes de la fin pour confirmer une victoire très solide. Rendez-vous le samedi 19 novembre pour la deuxième étape à Valence. News numéro 3, on l'a déjà évoqué dans la news numéro 1, mais on va maintenant en parler de manière plus triviale. Après les championnats d'Europe de Munich 2022, c'était ce week-end au tour des championnats asiatiques de faire leur apparition sur leur circuit, et le moins qu'on puisse dire c'est que les favoris étaient au rendez-vous. Je ne vais pas vous commenter chaque épreuve puisque cela rendrait l'épisode extrêmement long et que je garde cela pour les étapes de Coupe du Monde et les compétitions qui concernent plus directement notre cher pays de France, mais il y a eu du spectacle. Chez les hommes, si Tomoa Narasaki n'a pas connu sa meilleure saison au niveau mondial, il reste le maître incontesté du continent. Le japonais s'est imposé sur les 3 disciplines auxquelles il participait, à savoir difficulté, bloc et le combiné des deux épreuves. Chez les femmes, c'est la coréenne Chae Yoon-se qui s'est montrée la plus dominante avec une médaille d'or en diff et en combiné et une médaille de bronze en bloc, épreuve remportée par la japonaise Futaba Ito. Enfin en vitesse c'est la surprise puisque si l'Indonésie a largement dominé la discipline avec 5 des 6 places possibles sur les podiums, la seule qui lui manque est la médaille d'or masculine, autant dire la plus attendue. C'est le coréen Lee Seok-beom qui vient gâcher la fête en profitant d'une zipette malheureuse de l'indonésien Leonardo Vedrik en finale, tandis que chez les femmes c'est l'indonésienne Nurul Ikama qui l'emporte face à sa compatriote Desak Made Rita Kusuma Dewi dans une finale assez lente avec un temps de 9 secondes, approximativement le temps nécessaire pour prononcer le nom de famille de la finaliste. Et voilà, c'est tout pour les infos et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence avec une croix XXL du côté de Margalef en Espagne. L'auteur n'est autre que l'allemand Alex Megos qui mine de rien signe une très grosse saison. La voie quant à elle n'est autre que la première ascension de The Full Journey qu'Alex côte 9B. On avait déjà parlé de cette voie fin avril puisque son équipeur Tom Bolger avait libéré la première partie, The Journey, très endurante qui valait déjà 9 A+. Alex Megos aura donc réussi à lier celle-ci avec un pas de bloc extrêmement difficile sur un monodoigt peu conciliant. Juste derrière ce nouvel exploit, l'Allemand n'a d'ailleurs pas chômé puisqu'il a remis les mains dans la voie Gancho Perfecto 9A/+, qu'il n'avait plus essayé depuis 4 ans et son trip à Margalef en 2018. Et bien lui en a pris puisqu'il ne lui aura fallu que quelques essais pour la sortir, alarmant au passage sur la forte érosion des prises qui en seulement 4 ans se fait pourtant ressentir plus que jamais. L'Allemand aurait alors pu s'arrêter mais il nous a offert une dernière sucrerie pour la route, la première ascension de Red Ram, une voie située sur la montagne de Montserrat à seulement 2 heures de Margalef. Il aura eu l'occasion de l'essayer sur le tournage d'un film avec son partenaire Tenaya. Bref, une belle moisson pour l'un des tout meilleurs grimpeurs du monde. Et c'est sur un secteur historique pour une voie qui ne l'est pas moins que nous retrouvons Edwin Gaufrez qui vient d'enchaîner Hugues, premier 9A de France, ouvert alors par le célébrissime Fred Rouling. Une voie atypique puisque presque entièrement taillée avec des pas de bloc très spectaculaires. Il faut d'ailleurs à plusieurs reprises dynamiser sur des bidois et ce n'est qu'un move parmi tant d'autres sur une voie de seulement 20 mètres. Et si vous voulez en apprendre plus sur ce secteur, cette voie et son ouvreur, je vous recommande l'épisode dédié du Vintage Rock Tour sur la chaîne de Seb Boin, le lien est dans la description. Les températures se rafraîchissent mais il semble faire toujours bon grimper en Italie. C'est sur le site de Trentino que Joe Plassi a pu enchaîner Backroad 9A, une ligne peu répétée depuis son ouverture en 2014 par nul autre qu'Adamondra, avec un crux de fin sur lequel Joe aura buté pendant 2 journées, une durée qui reste tout de même rapide pour une voie de cette difficulté. L'Italien n'a pu en tout cas effectuer l'enchaînement que lors de son 3e jour, durant son premier essai. Je pense qu'on aimerait tous commencer nos séances de grimpe comme cela, et tout comme quelques autres à s'être essayés
supériorité à cette ligne, il propose une légère décote aux alentours de 8C+/9A. Et enfin direction le secteur de la Ramirole, et pour une fois ce n'est pas pour parler du maître des lieux Seb Boin. Enfin, on reste tout de même sur l'une des voies ouvertes par Seb Boin, ne vous inquiétez pas, mais c'est un autre Frenchie, Romaric Geoffroy, qui après 3 ans de travail enchaîne hématome crochu. Une très longue ligne sur colo, peu surprenant sur ce secteur, je vous l'accorde, qui aura demandé beaucoup de travail aux grimpeurs, c'est pourquoi nous vous en parlons aujourd'hui. En effet, si nous nous en tenons à la cotation proposée à l'époque par Seb Boin, soit 8C/+, la voie ne correspond pas aux critères des croix de la semaine. Cependant, Romaric est un grimpeur expérimenté dans le 9 et surtout dans le haut du 8, et sa proposition de gros 9A est à prendre en compte, pouvant potentiellement faire évoluer la cotation vers le 8C+/9A. Bref, on dit ça en attendant que d'autres falaisistes ne viennent mettre leur pierre à l'édifice, mais si d'autres grimpeurs se mettent à répéter les voies de Seb et à les rehausser, je vous laisse imaginer la suite. Et voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou à commenter sur la vidéo, ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous aussi à la chaîne si vous souhaitez être notifié de toutes les infos du monde de l'escalade, ou aussi entendre parler d'histoire ou de formats un petit peu plus originaux. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram @caillouescalade, j'y poste du contenu original, décalé, des mèmes, des petits fags, bref, c'est gratuit. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!